on est parti. Je vais dire que j'ai pas un plan particulièrement précis par rapport à ça. J'espère peut-être aussi avoir un petit peu avec vos interactions, de voir un petit peu comment on peut évoluer dans cet échange, qui est surtout pour moi un partage d'expérience. À savoir que il se fait que en septembre de l'année dernière, donc de l'année d'avant, 2024, je me suis attelé à travailler sur la création d'un modèle que j'ai appelé entre-temps la matrice de l'expérience. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs présentations déjà, et d'ailleurs je l'ai présenté à pas mal de gens en ligne ou pas en ligne, et dans différentes formules, avec des essais, des expérimentations, avec les groupes de pratique de l'atelier PNL. Et donc, c'est un chemin qui a duré, on va dire 1 an et demi, mais en fait, en réalité, j'ai commencé véritablement l'écriture du livre en septembre. Donc, ça, à peu près 1 an après. Donc, c'est un procédé qui a duré 1 année pour mettre en place ce modèle. Mais ça reste quand même un modèle que je qualifierais quand même exceptionnel. C'est pas pour me la péter comme on dit, mais c'est exceptionnel au sens où c'est un modèle qui est quand même assez important en amplitude. C'est pas simplement la modélisation d'une compétence de je me mets en colère ou bien des choses pareilles. C'est quand même un modèle qui a pour objectif, qui a pour vision d'offrir une véritable grille de décodage. Grille codage de l'expérience comme on en connaît déjà. Alors principalement, bien sûr, ça a démarré à partir des niveaux logiques de Robert Dills, mais ça inclut également l'index de computation et encore d'autres éléments. On en reparlera tout à l'heure. Enfin, mon intention n'est pas de présenter le modèle en détail parce que sinon on est parti rien que pour ça pendant toute la session, mais plutôt de dire comment ça a évolué. Alors comment ça a commencé concrètement ? Je pense que je le mets dans le livre, j'ai fait ma formation de maître praticien en PNL en 97, pour parler en français. Et dès la fin de la formation, j'ai commencé les ateliers PNL parce que j'avais besoin de pratique. Et dans la foulée des ateliers PNL, j'ai travaillé avec un groupe de travail plus restreint sur la modélisation. J'étais passionné de modélisation. Ce qui m'a fait venir à la PNL, c'est la modélisation. Pourquoi ? Parce que formation d'ingénieur, d'informaticien, l'analyse, la structure, tout ça, c'est des choses qui me parlaient. Donc j'avais vraiment besoin de découvrir et de pratiquer cette PNL dans le sens de la modélisation. D'ailleurs, c'est comme dit la légende, la PNL est née de la modélisation. Mais à ma grande déconvenue, quelque part, en fait, la formation de praticien et de maître praticien ne prépare pas vraiment à la modélisation. On apprend la modélisation, on en parle beaucoup, on parle de structure, on parle de beaucoup de choses, mais quand j'ai eu fini le maître Prat, je ne peux pas dire que j'étais prêt à modéliser comme le racontait la légende, comment avait fait Bandler, Grinder, etc. dans les premières années. Donc en fin de compte, je me suis dit, bon ben voilà, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est une légende ? Est-ce que j'ai mal appris ? Et puis avec les ateliers, on m'a vraiment expliqué que en fait c'est comme ça qu'on fait partout. Dans le maître Prat, il y a en général 2-3 jours pour la modélisation. Ok, avec ça c'était bien, mais pour moi pas assez. Alors j'ai continué donc ces groupes de modélisation et je voulais aller plus loin. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis assigné des tâches et c'est comme ça que j'ai créé l'Aikicom, parce que je me suis donné comme défi de modéliser l'aïkido, en tout cas les bénéfices de l'aïkido dans la vie quotidienne pour gérer les conflits. Et ça a bien fonctionné malgré qu'au départ, j'avais pas d'outils. J'avais pas d'outils pour le faire. On ne modélise pas les mouvements corporels avec la PNL. Mais malgré tout, j'ai quand même réussi à développer cette approche que j'ai appelée l'Aikicom. Et c'est devenu mon métier, en fait, ma profession à full time. Donc je travaillais tout le temps avec ça. Donc c'est dire que ça fonctionnait, puisque sinon, j'aurais pas pu, je dirais, gagner ma vie avec ce modèle. Mais dès le début, en fait, la première ou la deuxième année après le maître praticien, j'ai suivi un séminaire avec Robert Dills sur l'identité.
la notion, je ne me souviens plus du titre, mais c'était sur l'identité. J'avais adoré, véritablement adoré ce séminaire. J'ai vécu plein de choses formidables. Et ce qui a été particulier, c'est que, en fait, à l'issue de la formation de ce séminaire, j'ai commencé à me poser des questions sur les niveaux logiques. Et c'est quand même bizarre qu'en fin de compte, les niveaux logiques, je les avais pris comme tels, c'était génial, facile à utiliser, mais j'avais quand même des problèmes. Et j'ai un article que j'ai écrit en 98, je crois, c'était tiens, mais en fait, le niveau de l'identité, il est vide. Parce que tout ce qui est dedans, c'est des croyances la plupart du temps. Donc, je me dis, ok, ça va, bizarre. J'ai continué à vivre ça et j'ai fait ça pendant 10, 20 ans, jusque 2000, 2010, 2020. Bref, en 2020, je me suis encore reposé la question de voir, mais enfin, il y a des choses qui ne vont pas quand même, en discutant à gauche et à droite. Et puis sur le net, on peut trouver différentes critiques du modèle quelque part. Mais en même temps, le modèle s'est imposé. C'est le modèle fondamental. Et donc, je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait avec quoi est-ce que je suis trop dans le détail, trop critique, trop mismatcher, comme on dit, ou pas? Je ne sais pas. Donc, j'ai un peu laissé ça comme ça et je me contentais simplement d'utiliser l'index de computation qui, pour moi, était beaucoup plus pertinent dans mon travail d'accompagnement, etc. Et donc, avec ça, ça a avancé comme ça, je ne me suis plus posé la question, jusqu'à ce que, et ça c'était dans l'année 2024, et malheureusement j'ai pas retrouvé, j'ai entendu à la radio un philosophe ou un auteur, je ne sais pas, d'essai, et malheureusement je ne me rappelle pas son nom, qui tout d'un coup me donne une définition de l'identité complètement en porte-à-faux par rapport à tout ce que j'avais appris, intégré dans la PNL, avec l'identité au sens de ce niveau, des niveaux logiques. Et la définition était assez simple, je ne sais plus de quoi il parlait, je ne sais pas, de communautarisme ou de communauté, ou je ne sais pas de quoi il parlait, je ne me rappelle malheureusement pas, j'ai contacté la radio, je n'ai pas réussi à avoir la référence en retour, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, sa définition, c'était de dire, ah mais oui, non, l'identité, c'est pas ce qui me rend unique, ce que j'avais toujours appris, mais c'est plutôt à quoi je m'identifie, c'est-à-dire dans quel groupe, dans quelle catégorie de personnes je me reconnais comme partageant des caractéristiques. Bon, je dis ok, voilà, identité avec identification. Et puis je dis, le chemin, ça a fait son chemin, etc. Et puis à un moment donné, il y a eu une sorte vraiment de déclic, cette phrase a maturé, donc il n'y avait encore aucune intention de modéliser quoi que ce soit. Cette phrase a maturé, et puis je me suis dit, c'est peut-être là qu'il y a une réponse à mes insatisfactions. Il y en avait d'autres, mais principalement ça. Et ça a donné le signal du départ de la modélisation. Donc c'est pas une modélisation décidée délibérément, c'est plutôt une insatisfaction qui planait comme ça, et puis qui tout d'un coup, à l'occasion d'une intervention, d'une phrase, d'une réflexion, a mis le feu aux poudres, véritablement mis le feu aux poudres pour me dire « Ah ben oui, cherchons dans cette direction ». Alors, pour revenir par rapport à la notion de modélisation, il y a aussi un tas de termes qu'il faut faire attention quand on les utilise. Il y a modèle, il y a procédé, il y a outil, il y a technique. Donc il y a un ensemble de terminologies généralement mal définies et qui font que, en fin de compte, on n'est pas toujours d'accord sur ce dont on parle. Et quand on dit modélisation, en tout cas pour moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que modélisation, c'est création d'un modèle. Et que c'est quoi un modèle? Un modèle, c'est simplement une simplification de la réalité, et j'ajouterais, dans un but particulier. Donc on simplifie, on enlève tous les éléments inutiles, et on ne garde que ce qui est utile pour utiliser le modèle qui permettra de reproduire la même expérience, la même particularité, la même compétence, la même expérience en général. Donc c'est une simplification volontaire
Et qui dit simplification dit inévitablement que j'introduis des failles, j'introduis des faiblesses, et c'est voulu, parce que travailler avec la réalité en tant que telle, c'est pas possible, elle est trop complexe. Donc on simplifie parce qu'on a une intention. Une fois qu'on a défini l'intention, c'est-à-dire à quoi ça va servir, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester en termes de reproduction de la même expérience, eh bien, on va le tester avec ce modèle-là, on va pouvoir expérimenter et tester. Une fois qu'on a testé, ça marche ou ça ne marche pas. Si ça marche, génial, bingo, on peut bosser avec. Si ça ne marche pas, ben on va pas le garder, on va le modifier, on va l'implémenter, etc. C'est un petit peu l'insatisfaction que j'avais eue avec les niveaux logiques. C'est que quand j'arrivais au niveau de l'identité, j'avais des problèmes. Et d'ailleurs, on le connaît bien. On connaît bien cette histoire j'allais dire cascade, hein, waterfall, comme on dit en anglais, où on travaille au niveau de l'identité, ça va travailler au niveau des croyances et des valeurs. Et si on descend au niveau des capacités, des comportements. Et puis après, il y a l'environnement. Et moi, j'étais pas content du niveau de l'identité proprement dit. Par contre, je trouvais que le modèle était particulièrement efficace pour tout ce qui était la notion, on va dire, environnement globalement, comportement, capacité, croyance. C'était bingo, ça marchait super et du tonnerre. Et donc, j'ai travaillé à partir de cette réflexion pour me dire, ah ben voilà, j'ai une piste. Enfin, je vais pouvoir travailler sur ce niveau-là. Et inévitablement, et c'est ça qui est le travail de la réflexion, partie de cette réflexion que l'identité, c'est plutôt identification qu'il faut entendre, je me dis, ok, bon, jusque-là, c'est simplement de la dialectique, on va dire, mais en fait, c'est bien plus loin que ça. Cette dialectique a ouvert un faisceau de possibilités absolument incroyable. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on dit identité, qui je suis, on va répondre plein de choses différentes. On va dire en fonction de son titre, de son sexe, de sa religion, de sa couleur de peau, de son métier, de son diplôme, de son rôle dans la famille ou dans son environnement social. On va parler de plein de choses. Et si on regarde bien, si on écoute bien ce qui est dit par rapport à ça, la plupart du temps, en fait, on ne parle pas de qui je suis. Je ne dis pas qui je suis quand je réponds à qui je suis, mais je dis à quelle catégorie de personnes je m'identifie, avec quelle catégorie de personnes je me reconnais, c'est-à-dire quelles caractéristiques j'ai en commun avec ces personnes-là. Et ça change beaucoup de choses parce que ça ouvre un terrain, un champ d'action qui n'était pas possible avec l'identité. Si je travaille véritablement, sincèrement avec la notion de identité, si je reçois quelqu'un en accompagnement qui vient pour une question d'identité, changer son identité, ça revient à changer la personne quelque part. Ou alors on ne parle pas de la même identité comme je l'avais apprise. Et donc c'est ça qui fait pour moi l'essentiel de la différence, c'est que si on travaille avec l'identité au sens strict, on ne peut rien faire. À quoi ça sert d'avoir un niveau d'identité si c'est un niveau sur lequel on ne peut rien faire? Alors que ce qu'on faisait, on avait des réponses, on travaillait sur des choses qui étaient autour et alentour, on parlait des rôles, on parlait des fonctions, etc., etc. En fait, toutes choses qui faisaient que c'était pas clair. Par contre, avec l'identification, tout d'un coup, tout devenait facile. Il y a identification quand je peux définir une catégorie de personnes, on dirait une classe de personnes. Et c'est quoi une classe d'éléments? C'est un ensemble d'instances, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui ont en commun certaines caractéristiques. Si je regarde les oiseaux, une des caractéristiques, c'est ils pondent des œufs, ils ont des plumes. Voilà 2 caractéristiques qui fait que je peux rentrer dans la catégorie des oiseaux. Et c'est facile parce que ça permet de dire, ok, sur base de quelles caractéristiques tu peux dire que tu appartiens ou tu te reconnais dans cette catégorie de personnes, puisque je m'identifie à des personnes, ou même ça peut aussi, ces catégories peuvent porter le nom de rôle, de métier, de diplôme, et là on retrouve tout ce qu'on faisait déjà avec l'identité, mais là au moins le jeu est clair. On parle d'une catégorie qui reprend un certain nombre de caractéristiques
Et moi, j'estime que je partage un certain nombre de ces caractéristiques, qui fait que je peux dire que je me sens faisant partie, je m'identifie à cette catégorie, et donc je peux dire je suis. Quand je dis je suis un homme, je ne dis pas je suis l'homme, ça me rend unique, je suis un homme, c'est-à-dire une personne qui a certaines caractéristiques qui définissent ce terme homme, par exemple. Ça va, c'est plus ou moins clair? Oui, oui, c'est clair. Ça me semble clair. J'aurais tout de même une question. Enfin, comment tu considères le nom ou le prénom? Est-ce que ça appartient au groupe parce que j'ai hérité du nom, parce qu'on m'a attribué le prénom, ou comme quelque chose d'individuel, et en particulier pour les personnes qui, par exemple, changent de nom, changent de prénom, prennent des pseudonymes? Je pense que ça rejoindra l'identification, mais j'aimerais ton point de vue là-dessus. Mais en fait, clairement, si tu prends le nom de famille, c'est dans le nom de famille que ça se la réponse. C'est-à-dire, en fait, je m'identifie à la catégorie de personnes qui font partie de cette famille, donc qui ont un patrimoine génétique commun. Enfin, on peut discuter parce qu'il y a des familles maintenant élargies, familles recomposées, donc ça devient très très complexe. Mais il y a la notion de famille qu'on pourrait définir de mille façons différentes. Si j'ai ce nom de famille, ça veut dire que je me reconnais dans cette famille. Et malgré tout, je peux faire partie de la famille en ayant un autre nom de famille, le nom de jeune fille ou les enfants adoptifs et des choses pareilles. Le prénom, par contre, ben oui, ça. Mais de toute façon, le nom, comme je dirais comme le prénom ou même comme l'adresse, c'est un label que je vais adopter temporairement. Moi, je le vois vraiment comme une étiquette. Maintenant, je peux considérer la catégorie des personnes qui ont le prénom Christian. D'ailleurs, si tu regardes dans les livres des prénoms, des choses pareilles, tu vas voir les caractéristiques. Les Christians ont telle personnalité, telle ceci, telle cela. Ok, tout ça, ça fait belle jambe, comme on dit, mais c'est la même chose que pour l'horoscope. C'est en fait quelqu'un qui a défini un certain nombre de catégories dans lesquelles je vais m'identifier sous le simple prétexte que je porte ce prénom, que je n'ai pas choisi moi-même, mais que mes parents m'ont choisi. Alors je peux dire, oh, il y avait une intention derrière, etc., etc. Je n'ai pas l'intention de chercher derrière tout ça. Je dis simplement, le nom que je porte sert à m'identifier. Donc quand un policier t'arrête sur la route et qui demande ton identité, hein, ben c'est ça. Tu ne vas pas dire je suis une personne qui fait ceci. Non, il a besoin d'avoir les caractéristiques qui permettent de te reconnaître toi et pas quelqu'un d'autre, de manière unique, qui te permet de te labelliser. Mais c'est exactement comme je mets un code barre sur, sur un objet quelconque, sur un téléphone par exemple. Mais le code barre n'est jamais qu'une manière de reconnaître ce produit-là par rapport à un autre produit. Le numéro de série, c'est exactement la même chose. Ça permet de reconnaître ce téléphone d'un autre téléphone, mais ce n'est pas l'identité du téléphone. Et c'est pour ça que le terme identité, c'est un terme très compliqué. Et pour moi, d'une manière très pragmatique, c'est tellement compliqué que c'est donc pas opérationnel. Donc je ne peux pas travailler avec quelque chose qui peut avoir tellement d'acceptions, tellement différentes. Donc je ne peux pas bosser avec ça. Et pour moi, le langage, la PNL est un langage de précision avant tout. Et donc il fallait résoudre cette question-là. Et avec l'identification, tout d'un coup, tout se soulage. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre n'importe quelle identification. Je suis belge ou je suis un belge. Donc déjà, il y a une différence linguistiquement. Je suis belge, c'est un qualificatif. C'est une caractéristique que je me colle et que je me colle d'après quoi? Ben parce qu'il y a un papier qui dit que je suis né en Belgique et donc quand on est en Belgique, de parents belges, ben on est belge. Ok, voilà, c'est une caractéristique que j'ai. Et quand je dis je suis un belge, je fais autre chose. Je m'identifie à un groupe de personnes. Et là, il y a plein de caractéristiques qui vont apparaître. J'aime la bière, j'aime le chocolat, je suis surréaliste et des choses pareilles. Donc c'est un ensemble de caractéristiques à laquelle je vais m'identifier. Et c'est terriblement puissant. C'est terriblement puissant parce que c'est précis. Si tu me dis, je discutais, on parlait avec Karim avant de commencer, avant que tu n'arrives, Lionel,
il disait par exemple je suis perfectionniste ou je suis pas perfectionniste. Disons je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste. Mais perfectionniste, c'est pas mon nom, c'est une qualité. Donc ça veut dire une qualité, enfin ça dépend, ça peut être un défaut. Mais je suis un perfectionniste, ça veut dire je m'identifie à la catégorie des personnes qui sont perfectionnistes, c'est-à-dire qui ont le souci d'arriver à une production parfaite, etc., etc. Ce qui est très intéressant, c'est que quand je dis je suis un perfectionniste, qu'est-ce que je peux faire? Je peux recadrer, je peux changer le mot, etc. Mais avec la notion d'identification, tout d'un coup, j'ai à m'apporter un ensemble incroyable d'outils. Premier outil, c'est quoi ta définition de cette catégorie de personnes qu'on appelle des perfectionnistes? Est-ce que c'est des personnes qui ne terminent jamais rien parce qu'ils n'atteignent pas la perfection? Est-ce que c'est simplement des personnes qui sont soucieux du détail, qui donc sont très lents? Ou simplement des personnes qui trouvent que quand c'est brouillon, que c'est superficiel, ça ne les intéresse pas et ils se désintéressent. Ça dépend de la définition que je vais définir. En intervention, c'est déjà terriblement puissant. Ça veut dire que si la personne me dit j'ai un problème, j'accomplis jamais rien dans ma vie, etc., parce que je suis perfectionniste, etc., je vais commencer par dire c'est quoi? Comment vous définiriez ces personnes qu'on appelle des perfectionnistes? Et déjà là, on va pouvoir faire un tas de recadrage sur les termes qu'il va utiliser, sur les caractéristiques. On discutait avec Karim au début. Tiens, la perfection ou qu'est-ce qu'on avait dit comme détail autre? C'était la perfection et la précision. Tu vois? Je suis perfectionniste dans le sens, je cherche la perfection, sachant que la perfection n'existe pas. Je ne me sens pas trop bien avec ça. Par contre, si on dit tu es précis, ah tiens, ouais, là, ça me plaît bien. Ça veut dire que j'arrive à faire une découpe avec un niveau de détail, mais c'est libérateur, c'est libératoire, dans le sens que tout d'un coup, ah ben oui, si être perfectionniste, c'est avoir le souci d'un détail ou une certaine précision, dans un domaine où la précision est une qualité, est un avantage, ah ben oui, pourquoi pas. Par contre, si c'est perfectionniste au sens de, et là je décris la catégorie comme quelqu'un qui cherche une perfection et qui n'atteindra jamais, là je ne me sens pas bien. J'ai simplement changé ma manière de définir cette catégorie qu'on appelle perfectionniste et déjà il s'est passé quelque chose. Ça, c'est le premier axe sur lequel on peut changer. Et puis, je dis pour moi, c'est extraordinairement puissant. Et vous pouvez même ajouter à ça la théorie des prototypes de Eleanor Roche, oui, qui dit que les catégories ou les classes, elle parle plutôt de classes, mais parlons de catégories ou de classes, c'est la même chose pour moi, sont représentées par des prototypes. Et le prototype, il va être la manière pour moi de me représenter très concrètement. Vous connaissez sans doute, hein, mais si je vous demande, citez-moi un oiseau, allez-y, juste pour voir. Une sorte d'oiseau, hein, pas un oiseau que vous avez dans votre cage que je ne connais pas, quoi. Mais si vous devez penser à un oiseau, vous pensez à quoi? Pivert. Un pivert, ouais. Vous connaissez- Une mouette. Une mouette. Lionel, t'as un exemple? Un pigeon. Un pigeon. J'étais certain à 200% que personne n'allait citer un pingouin. Pourquoi? Parce que pingouin, c'est pas du tout un prototype de la classe des oiseaux. Il est en périphérie. D'accord? Donc en fin de compte, on voit que si je change ce prototype, ma représentation de la catégorie des oiseaux va déjà changer. Déjà rien que ça, c'est une opportunité de travail absolument phénoménale parce que véritablement, je vais recadrer et la personne, si elle était peut-être en train de se plaindre d'être perfectionniste, va quitter le cabinet en disant « Oh ben tout compte fait, non, en fait je suis quelqu'un qui aime la précision. Ah ben c'est ok. » Ça s'appelle un recadrage concrètement. Mais c'est un recadrage pour lequel j'ai un modèle qui me permet de travailler. Deuxième chose sur laquelle je peux travailler, et pour moi c'était ça qui était l'essentiel, qui a vraiment bouleversé avec la matrice de l'expérience, c'est que l'identification, c'est pas la catégorie, c'est une relation de moi à la catégorie. Donc je dessine un individu, je mets une flèche, je m'identifie à,
et je peux définir la catégorie. Ce qu'on a déjà fait là maintenant, c'est parler de la définition de la catégorie avec les prototypes, les caractéristiques. Mais je peux aussi travailler sur l'identification, la qualité de l'identification avec des sous-modalités, si vous voulez. C'est-à-dire, je peux dire, tiens, tu t'identifies à un perfectionniste dans tous les domaines, toujours. Et est-ce que c'est agréable, désagréable? D'accord? Donc, cette relation a des variables, des paramètres. Et si je joue avec les paramètres, je vais inévitablement provoquer un changement. Tiens, je suis perfectionniste, mais uniquement dans ce domaine. Ah, cool, je me sens mieux avec ça. Ou bien, parce que la relation est dans les deux sens. Vous avez ça dans tout ce qui est, je dirais, les communautés, etc., où les gens te reconnaissent comme étant des leurs. Donc la relation, elle va plutôt du groupe vers moi. Si je me reconnais aussi, la relation est réciproque, et c'est très bien. Si c'est un seul sens, je voudrais être reconnu comme un conférencier international de talent, etc. Mais en fait, personne ne m'a reconnu comme tel. Donc la relation va dans un seul sens. Frustration pour moi parce que je ne me sens pas intégré dans cette communauté. Et donc, je vais pouvoir travailler sur la relation. Et tout ça pour dire que cette petite phrase que j'ai entendue à la radio et qui a déclenché un processus de réflexion. Alors le processus de réflexion, il peut être de différentes manières, parce que dans la modélisation, la plupart du temps, ce que vous avez appris, que j'ai appris, c'est on va modéliser une personne qui a une certaine compétence, mais pour moi, la modélisation, elle est beaucoup plus vaste que ça. Elle commence en tant que pénaliste sur le simple décodage de l'état problème. Ça, c'est travailler sur c'est quoi la structure de son expérience. C'est une forme de modélisation. Mais en fait, on ne le dit plus tellement comme ça et on ne le dit pas assez comme ça. Puis ça peut aller vers modéliser l'état désiré, c'est-à-dire la compétence qu'on voudrait acquérir. Mais c'est aussi développer des outils, des modèles qui vont me permettre d'intervenir, de mieux comprendre, de provoquer du changement ou de générer du changement. Ici, comme je vous l'ai expliqué déjà là maintenant, la notion d'identification par rapport au niveau de l'identité tel qu'il était là, pour lequel, en fin de compte, seuls les plus débrouillards des praticiens ou des maîtres praticiens arrivaient à faire quelque chose avec. Mais je dirais, si toute la compétence doit relever uniquement de la compétence de la personne pour que le modèle fonctionne, c'est que le modèle ne fonctionne pas vraiment. Pour moi, un modèle efficace est un modèle qui est efficace quand il est dans toutes les mains, entre guillemets, c'est-à-dire dans la main de la grande majorité des gens. S'il faut avoir de l'élégance en dehors pour pouvoir retomber sur ses pattes, à ce moment-là, le problème est plutôt au niveau du modèle. Question jusque-là, parce qu'après j'aborde justement une autre question par rapport à ça. J'ai répondu à tes questions, Lionel, hein? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est véritablement ça qui a démarré le processus. C'est cette bête phrase entendue à la radio, et je regrette encore chaque jour de ne pas me rappeler qui était l'auteur de cette phrase, parce que je lui dois vraiment beaucoup. Ça m'a vraiment beaucoup nourri. Et ce que je vais ajouter à ça aussi, c'est que, et ça, c'était quelque chose qui pour moi va véritablement dans le sens de ce que je suis en train d'essayer de mettre en place pour le moment, c'est-à-dire de passer d'une situation où en tant que pénaliste, on est des praticiens ou maîtres praticiens, on n'est que, entre guillemets, consommateurs ou des applicateurs, des gens qui appliquent des techniques existantes qui ont été développées par des personnes dont on dit ce sont des développeurs. Et pour moi, vraiment, je suis convaincu que chacun a ses niveaux d'expérience, etc. Mais chaque praticien PNL est un développeur en soi. Et c'est pas nécessairement pour des modèles fantastiques ou etc. Ça peut être simplement au niveau bêtement du décodage, c'est-à-dire tiens, j'ai décodé la structure, donc chacun est capable de faire ça et de pouvoir le faire. Et c'est là que ça devient intéressant, et c'est l'allusion que je fais, le comparaison que je fais entre le Web 2.0 et ce que j'appelle PNL 2.0. Après, on peut parler de troisième génération, 4 générations. Ça m'intéresse peu. Je parle PNL 2.0 au sens du Web 2.0. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais
le web 1.0, c'était le web où on allait chercher l'information qui était placée par des instances, des organisations ou des grosses pointures, on va dire. Et le web 2.0, c'est tout d'un coup, tout le monde était capable de produire, tout le monde était capable d'apporter des choses en plus. C'est la différence entre l'encyclopédie Universalis et Wikipédia. Donc, quand on passe de l'encyclopédie Universalis à Wikipédia, dans le 1, il y a des auteurs reconnus qui, dans leur bureau, ont écrit toutes les définitions. Dans le Wikipédia, c'est des gens qui participent, chacun met sa petite touche et apporte quelque chose. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les logiciels ouverts ou libres, où chacun développe un petit module, va valider un module, va demander des fonctionnalités en plus, etc. Par opposition à Microsoft Word, où là, Microsoft ne demande pas votre avis. Vous achetez Word, vous utilisez Word, et c'est tout. On ne demande pas votre avis. Pour moi, ce que j'appelle PNL 2.0, c'est un retour à la capacité. Pour certains, c'est déjà le cas, et pour certains, c'est tout à fait conscient déjà, mais pour moi, ça reste une minorité de gens, malheureusement. Et c'est de pouvoir faire appel à ce qu'on appelle l'intelligence collective. Moi, je travaille avec, par exemple, un logiciel de prise de notes qui s'appelle Obsidian. Il y a un cœur qui a été développé. Linux, l'operating system, a été développé par une personne ou quelques personnes, mais tous les modules qui sont autour ont été développés par la communauté. Et en termes d'anecdotes, ça c'est quelque chose pour moi d'assez important, c'est que j'avais un gros problème en développant ce modèle de la matrice, c'est que je savais que j'étais parti d'une insatisfaction des niveaux logiques. Et chaque fois que je présentais en disant « mais oui, mais il y a ça qui ne va pas, et moi je vous propose ça », les gens me disaient tout le temps, combien me l'ont dit, je ne l'ai pas compté, mais vraiment beaucoup. Écoute, ton modèle est suffisamment valable en soi, il est inutile, c'est pas nécessaire de critiquer un autre modèle pour pouvoir avancer, défendre, proposer et présenter ton modèle. Et je dis ok, oui, mais à la fois, ça me faisait violence parce que je venais d'une insatisfaction. Je dis comment ne pas parler de ce qui est à la source. Et ça, c'est typique de ce que j'appellerais le développement en vase clos, où j'étais vraiment convaincu de ça. Et c'est grâce au fait que plusieurs personnes m'ont dit « mais écoute, c'est pas nécessaire », que tout d'un coup, j'ai eu cet insight, et ça c'est pour moi le fruit véritable du travail collaboratif. Et ce travail collaboratif, c'est à différents niveaux, hein. Ça peut être simplement une interaction, ou ça peut être une participation intense à plusieurs personnes. Donc c'est différentes gradations. Là, tout d'un coup, parce que la communauté m'a dit « mais non, écoute, réfléchis un petit peu », qu'un jour m'est venu véritablement cette prise de conscience « ah ben oui, c'est pas quelque chose qui doit démolir l'un pour remplacer l'autre, c'est simplement une question d'un modèle qui va étendre les capacités, étendre les possibilités de l'autre modèle. » Et c'est d'ailleurs ce qui explique le fait que pourquoi les niveaux logiques sont si florissants, on va dire, mais tout simplement parce qu'ils sont utiles. C'est un modèle qui est utile. Utile pourquoi? Et c'est là que la question devient intéressante. Utile pour les niveaux d'intervention pour lesquels nous disposons d'outils, c'est-à-dire comportement, capacité, croyance. Croyances et valeurs, bien sûr, hein, capacité, compétences et les comportements. Quand on travaille à ce niveau-là, et si vous réfléchissez un tout petit peu, l'essentiel, ben je n'en connais même pas d'autres, des techniques s'appliquent à ce modèle-là. Et à ce titre-là, travailler avec les niveaux logiques, c'est particulièrement pertinent, puisque ça fonctionne. Et c'est au niveau de l'identité que ça commence à devenir boiteux. Et c'est ça que je trouvais qui a été pour moi la révélation. C'est que je dis, ben oui, en fait, le modèle que je propose, il permet de faire beaucoup de choses, mais c'est essentiellement au niveau de ce niveau d'identité des niveaux logiques qu'il a sa valeur ajoutée maximale avec le travail des identifications, comme je viens d'en parler, mais il y a encore une autre dimension qui est la dimension temporelle. Je ne sais pas si on en parlera aujourd'hui, mais j'en parlerai à l'occasion peut-être une autre fois aussi. C'est-à-dire, ce modèle-ci vous permet, quand une personne arrive chez vous et vous dit « je ne sais pas qui je suis », je me demande si je n'ai pas toujours vécu la vie de
de la vie que mes parents ont voulu pour moi, ou tradition familiale, ou boulanger parce que j'étais boulanger, mon père était boulanger, ou pharmacien parce que papa ne l'était pas. Enfin, un ensemble de choses pareilles qui font que je dis, je sais plus qui je suis, je sais pas si c'est ma vie que je suis en train de vivre. Donc ces problèmes identitaires, absolument identitaires. Je suis vraiment convaincu et j'ai eu l'occasion de le tester. Et j'ai eu la chance d'avoir deux, trois coachs qui l'ont testé et qui m'ont donné des retours et qui m'ont dit c'est fabuleux. Je dirais en une séance ou deux, on a réglé des questions qu'on traînait depuis des semaines. Moi, je dis ok, bingo, ça c'est bien. Et c'est ça qui pour moi a été vraiment marquant, c'est que c'est grâce à la collectivité, aux gens qui m'ont donné les échos, que mon travail a pu prendre passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire, effectivement, c'est inutile, ça n'a aucun sens de démolir un modèle qui a déjà fait ses preuves depuis des années. Par contre, expliquer en quoi ce modèle ajoute quelque chose, eh bien là, véritablement, ça devient super, super intéressant. C'est ce que je cite dans mon livre. Et en fait, l'image qui m'était venue, c'est... Vous êtes déjà allé à Londres? Yes. Non. Non, ça manque, hein, Karim, il faut y aller absolument. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on va à Londres, on prend le métro, hein, où il y a les bus, bien sûr, mais il y a le métro. Et ce qui est absolument passionnant, si tu as un peu un souvenir, Quincy, des cartes de métro, le tube, là, comme ils appellent ça, c'est une carte de métro. En fait, elle est super pratique, elle est super efficace, mais elle a été conçue, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, en 1932 ou 35, par un ingénieur électricien, pas du tout un gars qui est spécialiste en cartographie, mais par un électricien qui a dit, tiens, si on représentait les stations de métro comme un circuit électrique. Et donc, il a fait un Elle est très schéma. lisible. Comment? Oui, Elle est très très lisible. lisible. Les distances ne sont pas respectées, les courbes ne sont pas respectées, les positions dans le nord et le sud sont pas tout à fait respectées. Donc il y a des erreurs fondamentales, des erreurs réellement fondamentales. Si tu prends le plan et que tu sors et que tu essaies en marchant de trouver ton chemin, dans les rues, tu es perdu. C'est clair, tu es perdu parce que les distances ne sont pas respectées. Il y a parfois 2 kilomètres entre deux stations et parfois il y a 200 mètres, quoi. Mais pourtant, la carte fonctionne et on s'en sort très très bien. Et pour moi, c'est exactement la même analogie qu'avec les niveaux logiques. Je dis, il y a un problème, il y a des erreurs, je dirais, conceptuelles, mais le modèle est efficace. Alors pourquoi se battre contre le courant? Donc en fin de compte, c'est véritablement ça. Je dirais qu'au niveau comportement, capacité, croyance et valeurs, les niveaux logiques sont hyper efficaces pour ceux qui veulent continuer, utilisez-le à fond, il n'y a aucun problème, c'est parfait. À partir du moment où on arrive au niveau de l'identité, ça devient un peu plus scabreux. Par exemple, il y a pas la notion temporelle dans les niveaux logiques parce qu'ils ne sont pas conçus pour ça et puis c'est tout et c'est pas un problème, quoi. Donc de la même façon que la carte du métro de Londres ne contient pas des notions comme les distances entre les stations qui sont proportionnelles à la réalité. Et c'est pas un problème parce que la carte est fonctionnelle. Eh ben, moi, cette petite anecdote qui fait passer de s'oppose à étend, et dans le sens d'étendre, et extension des capacités ou des possibilités, ça a été, je crois, un travail de près de 6 mois, en parallèle avec d'autres, mais un travail de près de 6 mois. Et quelle libération d'avoir eu, je dirais, j'allais dire l'audace, mais c'est pas l'audace, mais le courage peut-être ou l'énergie d'entendre les critiques pour en faire quelque chose, ou pas. Ici, ça m'a été utile. Et ça m'est arrivé d'une manière... la dernière personne qui m'en a parlé m'a dit, je dis encore, elle revient encore avec ça. Je ferme mon ordinateur, je vais dans le jardin pour ranger 2, 3 trucs, et c'est en travaillant dans le jardin que l'insight est venu de cette notion d'extension. Eh ben, pour moi, c'est vraiment, véritablement ça, la puissance et l'avantage de travailler. Ce que j'ai aussi fait, c'est en fait
dès le début, j'ai pris le parti de proposer, de défendre, pas de défendre, de proposer, d'exposer, de présenter le modèle, même dans un état complètement draft, brouillon, absolument pas élaboré, connaissant, voyant les insatisfactions, de l'exposer quand même pour recevoir énormément de feedback, positifs comme négatifs. Et en fait, les feedbacks négatifs ont été les plus utiles. C'est véritablement ça qui m'a nourri. En plus, si les personnes voient un inconvénient, ben, il y a quelque chose que moi je ne vois plus, tâche aveugle, on connaît ça. Et inévitablement, c'était très inconfortable, mais particulièrement pertinent. C'est-à-dire, j'avais deux choix. Soit je rejetais en disant, quel idiot celui-là, il n'a rien compris, ou bien il défend sa chapelle, tout ça, ou plutôt dire, tiens, c'est intéressant. Par exemple, je me souviens, Alain Thierry il m'avait dit, ah oui, mais moi je continue à utiliser les niveaux logiques parce que ton modèle est trop complexe. Je dis, waouh! Ben enfin, non, il sous-estime ses élèves. Première réaction, il sous-estime ses élèves. Mais pas du tout, pas du tout. Il avait raison, il avait raison. Les niveaux logiques sont tellement plus faciles à transmettre en 1 heure ou en une demi-heure, tu l'as transmis. Alors pourquoi pas commencer avec ça et puis on avance, quoi. Et c'est pas nécessaire d'aller tout de suite directement à plus complexe. En parallèle, j'ai travaillé sur simplification de la présentation, mais c'est une remarque qui, au départ, je l'ai mal reçue, mais après, s'est avérée être véritablement prodigieusement nourrissante. Prodigieusement nourrissante. Et j'ai, avec ça, continué d'expliquer. Et alors, j'ai eu plein d'interactions avec des gens qui sont complètement étrangers à la PNL, plutôt dans le domaine de la philosophie. Alors on a commencé à me parler de Ricoeur, d'Antonio Damasio que j'avais beaucoup lu, en fait un ensemble d'auteurs, jusqu'à des psychanalystes, moi qui ne suis pas du tout pro-psychanalyse, jusqu'à me citer Lacan pour me dire, waouh, en fin de compte, si le modèle tient la route, il va pouvoir faire face, parce que la notion d'identité, c'est un sujet vachement vaste, hein, sur le travail qu'on peut faire avec. Et il fallait pour moi qu'il soit waterproof, c'est-à-dire qu'il puisse résister à toute forme de critique, quelle qu'elle soit, en fin de compte, et intégrer des choses aussi variables que le modèle des partis, par exemple. Comment ça s'intègre dans... Et en même temps aussi prendre conscience que ça ajoutait pour moi plein de dimensions, parce que très naturellement, euh, déjà parce que d'entrée de jeu, c'était une des critiques que j'avais vis-à-vis des niveaux logiques, c'est que c'est pas des niveaux et que ça n'a rien à voir avec la logique au sens logique mathématique du terme, donc c'est pas des classes, etc., etc. Je dis ça, c'est des considérations de puristes perfectionnistes, comme dirait Karim peut-être, je sais pas, mais qui n'intéresse personne manifestement. Quand je parlais que c'est pas des niveaux logiques, c'est pas des types logiques, tout le monde me regardait en disant mais avec quoi est-ce qu'il vient, quoi. Et ils avaient raison quelque part. Mais quand même, quand j'ai conçu le modèle, je dis ok, ça va, j'arrête de parler de niveau logique parce que ici on n'est pas dans cette structure-là. C'est pour ça que la matrice a une structure en forme de cercle avec différents éléments à l'intérieur, parce qu'il y a différentes interactions, etc. Et que très naturellement, par exemple, est venue s'insérer la notion de ce qu'on appelle l'état interne, c'est-à-dire les émotions. Et ce qui était très puissant, c'est que comme j'avais déjà les capacités, enfin non, j'avais plutôt le savoir, la carte du monde, que j'avais les comportements et que j'avais pu intégrer d'une manière harmonieuse les émotions, c'est-à-dire les états internes, ben j'avais dans le modèle l'index de computation, puisque c'est état interne, processus interne et comportement externe. Et je les avais. Et je dis, avec ça, c'est chouette. Quand on est prêt, ce modèle me permet de faire tout. C'est pas dire un canif suisse, mais c'est un outil qui contient l'ensemble des démarches. Et depuis que je travaille à ça, donc ça fait plus d'années, dans tous mes accompagnements, je le mets à l'épreuve et pour le moment, j'ai pas eu j'ai eu aucune secousse, aucune mise en question de la pertinence parce que chaque fois, ça a nourri le modèle, ça a nourri le modèle, ça a nourri le modèle et ça aboutit au modèle tel qu'il est maintenant. Bon, il est quand même
je dirais quand même pas piquer des hannetons au sens il est très complet. Et donc, s'il est très complet, effectivement, c'est pour ça que de nouveau, c'est une autre comparaison que j'ai faite dans le livre. Je ne sais pas si vous connaissez la physique de Newton, hein, les corps qui sont attirés, on est attiré par la Terre parce que c'est une grosse masse et que nous, on est plus petit, on est attiré par la Terre. Mais en fait, en 1905, Einstein, quand il a développé la théorie de la relativité restreinte, ce qu'appelait la théorie de la relativité restreinte, la première chose qu'il a dite, c'est que la physique de Newton n'était plus valable. Elle n'était pas correcte. Je dis, tiens, ça me fait penser à quelqu'un qui critiquait les niveaux logiques, ça. Et bon, jusque-là, c'est bien. Puis j'ai continué à regarder. Et en 1915, 10 ans plus tard, bon, j'étais plus rapide que 10 ans qu'Einstein, je suis pas un peu fier. En 1915, il a développé la théorie de la relativité générale. Et là, il a dit, je me suis trompé, la physique de Newton était correcte. D'ailleurs, la preuve, on l'utilise tout le temps et elle fonctionne. Mais elle fonctionne dans certains contextes, c'est-à-dire quand les corps ne se déplacent pas à une vitesse trop proche de la lumière et différentes choses comme ça. Je ne suis pas physicien et je n'ai pas retenu les critères, mais il dit la physique de Newton est applicable dans 99% des cas, c'est-à-dire quand ça se passe sur la Terre, même pour envoyer des fusées sur la Lune, ça fonctionne. Mais une fois qu'on arrive dans des grands espaces, dans des corps qui sont immensément lourds, ou quand on arrive avec des vitesses proches de la lumière, là, elle ne fonctionne plus et il faut utiliser un autre modèle. Et c'est exactement dans cette démarche que tout d'un coup, cette matrice de l'expérience est inscrite, non en opposition, mais en complément par rapport à ça. Par contre, une fois qu'on est un praticien, je dirais expérimenté, à un moment donné, on n'a plus besoin de l'outil plus simple parce que l'autre fait tout. En fait, dans la matrice de l'expérience, j'ai aussi l'environnement, que j'ai rappelé le contexte pour différentes raisons. J'ai aussi les comportements, j'ai aussi les capacités, j'ai aussi les croyances et les valeurs. Et j'ai en plus les identifications, j'ai en plus les émotions et j'ai en plus intégré la dimension temporelle parce que l'identité se définit essentiellement en termes de narration. C'est-à-dire, je suis la somme des expériences que j'ai vécues. Je suis même la seule personne au monde et dans l'univers qui a vécu cette séquence d'expériences et qui l'a vécu de cette manière. Même si j'ai un frère jumeau, à la limite un frère siamois, je ne sais pas si cette expérience existe, mais même si j'ai un frère jumeau qui a vécu exactement la même chose que moi, il n'a pas vécu la même chose que moi parce qu'il n'a pas vécu comme moi, je l'ai vécu. Et c'est ça qui fait cette dimension unique qu'on recherche dans ce terme d'identité. Et c'est terriblement puissant. C'est terriblement puissant parce que ça veut dire que quand vous travaillez avec quelqu'un qui est en questionnement identitaire, de niveau identitaire, ben vous allez pouvoir très facilement entrer dans le domaine de la timeline thérapie, de le travail sur la ligne du temps, d'une manière ou d'une autre, et ça s'installe naturellement. C'est pas simplement « Oh, je laisse le modèle de côté, je prends la thérapie ou le travail sur la ligne du temps ». Non, dans la matrice de l'expérience, il y a la dimension temporelle, et dans ma grille de décodage, je peux directement tout tracer et tout placer l'un dans l'autre pour pouvoir intervenir. C'est pas dire aussi simple que ça, mais c'est rudement efficace. Et je le dis pas parce que c'est mon modèle, parce que franchement, je trouve que ça serait un petit peu médiocre de le voir comme ça. Mais à force de l'essayer, à force de demander de l'essayer, à force de demander des critiques et de les entendre et de les prendre en compte, je pense être arrivé à quelque chose de véritablement solide, concret, pratique et pragmatique. Donc, pourquoi s'en passer? Si ce n'est défendre un statu quo éventuel, ou si ce n'est simplement de dire est-ce qu'on peut, en tant qu'Européen, si on n'est pas Robert Dills, si on n'est pas un Américain qui a connu Robert Dills ou Grinder ou Bandler, est-ce que c'est possible d'envisager? Et ça entre en plein dans ma démarche de PNL 2.0. Tout le monde peut collaborer au Wikipédia de la vie, c'est-à-dire, en fin de compte, tout le monde peut développer. Certains vont développer des modèles plus élaborés, d'autres des modèles plus simples, d'autres vont se contenter simplement d'offrir un feedback. Et c'est déjà précieux. Et c'est déjà précieux. Et
mais à ce moment-là, tout le monde y participe et c'est comme ça que les choses avancent. Pour moi, ça, c'est pour moi la solution de ce que j'appelle la PNL du futur, c'est-à-dire les prochaines 50 prochaines années de la PNL devraient aller dans ce sens-là, ou sinon, de toute façon, les pionniers sont en train de tout doucement de disparaître avec l'âge aidant, et on leur souhaite une très bonne retraite sous les cocotiers de la Californie, mais en attendant, ils ne sont pas éternels, il faudra bien qu'on envisage de bouger un tout petit peu le corpus des techniques, des procédés que nous connaissons actuellement. Si ça s'arrête à ça, la PNL est déjà morte, quoi. Ça, c'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pense que je voulais vous partager aujourd'hui. J'aimerais bien vous entendre maintenant par rapport à ça, parce que sinon, de nouveau, le feedback, c'est vachement important. Alors moi déjà, je te trouve beaucoup plus apaisé sur ta relation avec les niveaux logiques. Ah oui, Qui est... complètement, mon ami. Complètement, mon ami. Donc félicitations à toi sur cette manière différente de l'aborder parce que c'était un peu, je sais pas comment Mais je c'est ça. pourrais. C'est Ouais, il y ça. avait une sorte On de est d'accord? conflit, il y avait quelque chose assez pas agressif, mais plutôt euh, euh, une petite animosité, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc déjà, belle évolution. Et après, moi, je suis encore curieux de voir un peu aussi comment a évolué le modèle. Moi, j'avais assisté, je crois, aux deux premières présentations. Après, je sais pas s'il a évolué entre-temps, donc je suis bien curieux de savoir comment ça a évolué. Et donc, ouais, je suis très content. Je, je verrai comment les choses vont aller plus tard. Et comme ça, quand je verrai concrètement comment il a avancé, je te dirai ce que j'en pense à ce moment-là. Je pense que ça sera le moment le plus adapté. Ouais, ouais. Mais justement, par rapport à ce que tu dis, ça ajoute à cette difficulté. Je te disais, la difficulté que j'ai, mais que beaucoup ont, la plupart des gens qui écrivent un bouquin, tu écris un bouquin, ça prend du temps, et ta pensée évolue pendant que tu écris. Donc en fait, si tu t'écoutes pas, ben, tu changes en permanence et ça sort jamais, hein. Ça, c'est le risque. Et donc, en fin de compte, pour moi, le challenge avec le bouquin, c'est de dire, voilà, c'est l'état de la question actuelle. C'est absolument pas une vérité établie, biblique, on va dire, pour le dire exagérément. C'est l'état de la question actuelle, tu vois? Et de pouvoir dire c'est ça et tout changement est bienvenu en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que ça, il y a une démarche, et j'en discute avec pas mal de gens qui sont dans la conception de différentes choses, pas nécessairement dans la PNL. Il y a, il y a, il y a, il y a une sorte de lâcher prise par rapport à ta création. C'est un peu comme avec les gosses, quoi. Tu dis que les enfants, tu les crées, tu les conçois. Tu voudrais bien qu'ils soient machin chouette, et puis ils vont dans une autre direction. Ben, il faut accepter. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est de dire, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pendant cette période-là, et maintenant, il évolue comme ça. C'est très bien. Mais je dis ça comme ça avec aisance, mais c'est pas du tout évident, hein, parce que s'identifier à ce qu'on crée, c'est costaud, hein. Quincy. Alors moi, je partage complètement ce que vient de dire Karim. Euh, J'avais vu, je crois, qu'une seule présentation. Et pour le coup, euh, j'avais trouvé ça super intéressant. Un autre point de vue, mais en même temps, pour moi, ça me semblait plus complexe, et tu l'as bien dit. Euh, donc, je suis curieuse aussi de voir l'aboutissement et voir si cette deuxième lecture va être plus simple pour moi. Euh, et comme Karim, je te trouve aussi super apaisé, beaucoup plus, c'est pas c'est détaché, mais détaché de Robert Dill, c'est-à-dire tu t'es appuyé dessus, ça t'a inspiré, et puis tu t'es détaché suffisamment grâce à tous les retours que tu as eus, certainement, et tout le travail que tu as fourni, et ça t'a permis de, de, de donner naissance à quelque chose qui t'appartient. Et le fait d'être, c'est comme si tu t'étais décollé Mhm. de justement de l'empreinte de Deal, ce qui est quand même énorme, hein, qui a un certain poids.
Euh, et du coup, tu as perdu cette animosité. Ouais, mais tout à fait, tout à fait. Mais pourquoi pourquoi c'était difficile? C'est parce que à l'origine, le déclencheur véritablement était une insatisfaction, tu vois. Mm. Donc c'est difficile de se détacher de l'origine, quoi, Ouais, tu vois. ouais. Et il a fallu recadrer, métamorphoser l'explication. Mm. Ça a duré 6 mois. Ouais, 6 mois. ouais, C'est long, hein. Je peux te dire, c'est long. ouais. Je regarde mes brouillons et je peux te dire, c'est atroce. C'est atroce. Ouais, Mais c'était, c'est il y avait super une forme intéressant. d'irritation en fait perceptible, un peu comme c'était comme c'est bien, mais cette chaussure est super bien, mais il y a un caillou dedans, il y a un truc qui où il manque quelque chose en fait. C'est peut-être plus ça. Ouais. C'était pas un caillou à enlever, mais c'était peut-être quelque chose à rajouter pour qu'elle soit vraiment bien, elle me convienne parfaitement. Mais la première sensation, c'était cet agacement qu'on pouvait ressentir, ou Ouais, ouais, ouais. surtout la façon peut-être dont ça a été, euh, peut-être au démarrage, où les personnes à qui tu les as présentées, euh, bah, si elles n'ont pas d'emblée adhéré, forcément c'est frustrant parce que pour toi, comme ça vient de toi, certainement que voilà, je présuppose, mais que la lecture pour toi était si évidente qu'il a fallu que tu retravailles dessus pour qu'elle soit Ouais, 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 ouais. évidente de façon plus large, quoi. Mais j'avais étudié, comment il s'appelle? C'est la structure les révolutions scientifiques. Je sais, Kuhn, je crois, qui parlait effectivement que d'abord, il y a un consensus dans toutes les sciences ou n'importe quoi. Tu as un certain nombre de paradigmes sont acceptés. Et puis, il faut quelque chose qui secoue un peu le cocotier. Il y aura plein de résistance. Et puis après, on pourra passer à autre chose. Et donc, je pense globalement que c'était un phénomène naturel. Je ne parle même pas de mon processus interne, je parle simplement que c'est un processus normal. D'abord, on se cogne à une forme de réalité pour pouvoir créer quelque chose d'autre, et après, il y a l'apaisement. C'est comme les adolescents aussi qui se cognent aux parents, et puis à un moment donné, ils se réconcilient parce qu'une fois ils ont passé un certain truc. Et de nouveau, dans la démarche de modélisation, je pense que c'est hyper important, et je pense que c'est complètement PNL, c'est-à-dire de dire, tiens, c'est quand même marrant, quoi. Pourquoi tant de gens défendent ce truc que je n'aime pas? C'est qu'il y a quelque chose, continue à chercher, continue à chercher, continue à chercher. Et je continue à chercher, et chaque fois, je butais sur un retour jusqu'à jour, et c'est arrivé, et ça, c'est très marrant. J'étais dans mon jardin, je me rappelle encore, quoi. Donc c'était pas une réflexion posée, tu vois, intellectuelle, cerveau gauche. Non, c'était tout d'un coup. C'est, je pense que c'est d'abord Einstein et Newton va-t-on penser à Einstein et Newton dans ton jardin, hein, mais euh, il y a des dégâts, il y a des choses à travailler. Mais ça a été ça. Et puis directement après, la carte du métro, je ne sais pas comment j'y ai pensé. Ça, c'était après. Mais je trouvais que c'était tellement significatif. Et en fait, c'est une question à la fois d'humilité ou d'honnêteté intellectuelle, si tu veux, de voir dire, ok, manifestement, il n'y a pas de raison d'être seul au monde à défendre quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui coince. Ça peut être mille choses différentes. Et je trouve que dans cette modélisation, il y a de ça, de la même façon qu'on peut avoir. Parce que, comme je l'avais dit au départ, tout modèle est une simplification. Donc il est forcément toujours insatisfaisant selon un certain point de vue. Toujours. Parce que il faut bien qu'on simplifie. Alors tu simplifies trop, alors ça va plus. Tu simplifies pas assez, c'est trop complexe. Donc en fait, il faut trouver la bonne dimension pour le faire. Et où je suis vraiment très content, c'est que avec la communauté de l'atelier PNL, j'ai eu beaucoup d'opportunités de l'exposer. Ce que j'aurais pas eu avant. Et ça, je trouve que c'est une telle richesse de pouvoir balancer le truc en disant tant pis, je vais ramasser.
Je vais le ramasser dans la figure après. C'est pas grave. C'est pas grave, mais ça fait pas plaisir sur le moment même, hein, honnêtement. Mais à chaque fois, en fait, plus les critiques ont été ardues, plus ça a été profitable. Tant que c'est dit convenablement, hein, parce que ça, c'est une autre histoire. Mais bon, je n'aurais pas laissé non plus. Mais de la même façon, j'ai aussi vu des commentaires, entre guillemets, critiques qui étaient plutôt défendre le statu quo. Ça, c'est des critiques que je ne pouvais pas entendre parce que ça ne m'intéressait pas. Par contre, ces mêmes personnes, parfois, me disaient des choses. Je dis, waouh, ça, c'est génial. Tu vois? Et il faut faire la part des choses. Et je trouve que ce schéma-là, et je trouve que c'est vraiment une clé si on veut que plus de gens fassent plus de modèles, pas nécessairement des modèles dans cette complexité-là, mais des modèles plus simples. Il faut disposer d'un espace où tu peux le mettre sur la table. S'il n'y a pas ça, tu es condamné à travailler dans ton coin ou avec ton microcosme, les deux, trois copains ou copines qui font du travail comme toi. Mais probablement, comme ils pensent comme toi, en fait, c'est le même esprit qui réfléchit, quoi. Donc, en fait, la confrontation, c'est face à des gens qui sont différents de nous, quoi. Sinon, on tourne en rond, en fait. Et c'est confortable, hein. C'est super confortable de tourner Mais en tu rond. t'identifies dans ces cas-là à un groupe qui te ressemble. Mais c'est ça, oui, ben voilà. Et en fait, on n'avance pas trop, en fait. Les gens qui me disaient c'est génial, je dis c'est chouette, mais avec ça, j'avance pas, en fait. Ça fait plaisir, mais c'est tout. Ça nourrit la machine à motivation. Karim, Yes. Quoi? hein, bon. Bon, après, je dirais, après ça, il faut voir un petit peu. Donc moi, vraiment, c'est ce que j'expliquais, je sais plus à qui, il y a deux, trois jours. D'une part, j'ai le travail sur ce modèle, mais en même temps, cette idée de remettre la modélisation au centre, je dis, en fait, c'est un prototype excellent pour voir que ce qu'on a besoin, à quelle étape. Il n'y a pas que l'imagination, il faut trouver des gens, il faut trouver des exemples. Si on modélise une compétence, il faut trouver des gens qui ont la compétence et des choses pareilles. Et pour ça, j'ai trouvé que le chemin, la réflexion au niveau méta, au niveau du méta-process était super intéressant. Oui, mais j'ai même eu des commentaires de même Michael Hall, hein. Il me dit c'est génial, j'avais mis la zone centre, c'est la zone méta, et il me dit ouais, c'est bien, mais j'avais mis les métaprogrammes, tout simplement. Simplement les métaprogrammes, c'est ce qui m'était venu en ligne directe. Il me dit ouais, mais non, hein. Et les méta-états alors, qu'est-ce que tu en fais? Et je dis, ben oui, c'est normal, c'est ton bébé à toi. Puis après, il m'a apporté quelque chose, il m'a dit, voilà, en fin de compte, il avait écrit quelque part, et j'ai retrouvé, que, en fait, les métaprogrammes, c'est une forme de rigidification des méta-états. Je dis, waouh, comment ça marche ce truc, ça m'intéresse. C'est-à-dire, en fin de compte, si tu as un méta-état du sol, c'est gai de regarder dans le détail. Donc, c'est gai de travailler donc un état sur un état. Donc, c'est satisfaction de voir que je travaille avec bonne précision. Risque de se métaprogrammer dans une orientation détail. C'est pas encore complètement clair, mais je dis Tu me l'as ça, refait? donc si tu travailles, tu écris un texte et tu vas regarder chacun des mots et tu vas ressentir un plaisir d'être dans le choix du bon mot pour que la phrase soit belle, etc. Et tu vas ressentir ce plaisir de regarder au mot à mot à la limite. Ben tu vas avec ça, si ça se rigidifie ou c'est pas le mot qu'il utilise, mais j'ai oublié son mot. En plus c'est en anglais. Ça devient un métaprogramme orientation détail. Donc il y a un processus où le méta-état, quand il est pratiqué plusieurs fois, on va dire ça, je schématise largement, hein, c'est pas mon domaine, mais en fait alors je sais pas comment est-ce que tu vas
construire ton métaprogramme mismatcher ou matcher, par exemple. Quand tu dis, tu es confortable de te sentir avec le groupe ou des choses pareilles, donc tu vas peut-être plutôt être accordeur. Je dis des suppositions comme ça parce que j'ai pas exploré ça en détail. Je me dis, je vais le recontacter pour qu'il me précise. Mais j'ai lu son article, je vais le retrouver quelque part, et je trouvais que c'était... Ah ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est tout ce que je peux dire. C'est intéressant. Je dis, ouais, génial, parce que en lui expliquant le modèle, il me dit, OK, mais, et aussi, et je l'ai intégré parce que je trouvais que ça avait plein de sens, parce que la notion de méta-état, au niveau sens, salut Karim, hein, et les méta-états au niveau sens, en fait, par rapport à l'identité, c'est fondamental, c'est la conscience que j'ai de moi. La conscience de soi. S'il y a pas quelque chose qui est essentiel dans l'identité, c'est cette conscience qu'on a d'être soi. Et ça, c'est un état réflexif. Et les états C'est tout un réflexifs, c'est les programme. métaprogrammes. Quoi? C'est tout un programme, la Ben oui, tout conscience. un programme. Et c'est ça qui est génial, c'est que, en fin de compte, la manière dont tu le fais, et c'est pour ça que j'ai un espace méta au centre, c'est-à-dire, c'est la notion de conscience réflexive. C'est la conscience de moi par rapport à moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce qu'au départ, de nouveau, tout au départ, si tu veux, le centre, j'avais mis ça, les métaprogrammes, comme l'operating system. Tu vois, la métaphore de l'ordinateur, le centre, métaprogramme, l'operating system qui est plus ou moins neutre du contexte, etc. Et qui va articuler ma manière de m'identifier, ma manière d'avoir des croyances, etc., etc. Avec ça, j'étais content. Et puis, Michael m'a secoué un petit peu le cocotier avec cette notion de, en fait, c'est bien plus que l'operating system. C'est cette notion de conscience réflexive. Je dis, ouais, ça c'est puissant, quoi. C'est terriblement puissant. C'est terriblement puissant. Et la manière aussi dont j'ai eu l'insight, je ne sais plus ce que tu as vu comme exposé, donc j'avais terminé la matrice et je mettais un point au milieu et tu as vu la flèche. Tu as vu avec la flèche, hein? Ouais. Euh, et ça a été aussi un moment hyper puissant, quoi. Je voulais mettre un point parce que je voulais dire que l'identité est un espace vide. D'ailleurs, je pense que c'est Alain Thierry qui m'avait dit, oui, certaines représentations des niveaux logiques représentent l'identité comme la pointe de la pyramide. C'est pas un niveau, c'est la pointe de la pyramide. Et au-dessus, tu as le transpersonnel. Et le point, c'est l'identité qui est juste le point au milieu. Je dis, ça c'est intéressant. De nouveau, j'ai pris son feedback. J'ai pas trouvé beaucoup de représentations comme ça, mais j'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Et je me suis dit, voilà pourquoi je mets le point au milieu pour dire l'identité. Et puis après, quand j'ai eu cette idée que ce point, c'est en fait un axe vu de face, comme tu regardes une flèche devant, tu vois juste un point, et puis quand tu le tournes, tu vois la flèche, j'ai trouvé ça d'une puissance extraordinaire, parce que la notion temporelle dans l'identité, c'est vachement important, quoi. C'est terriblement important. Enfin, dans tout ce qu'on travaille. J'ai encore un gars que j'ai vu, c'était hier, on est quel jour? Mercredi, c'était lundi, où, où ça a été, c'est recta, quoi, tu vois. J'ai la grille dans ma tête, elle est complètement là, j'ai la flèche, j'ai les différents états, et on travaille, et puis pouf, 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 je dis, ok, ça va, on va travailler sur le temps, parce que c'est clairement une accumulation d'expériences qu'il a vécues, et qui fait qu'il me dit, là, je suis comme ceci, je suis comme cela. Je dis, non, t'as vécu ça, 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 et il s'est passé ça. Et puis on va peut-être faire un reprinting, peut-être un changement d'histoire, peut-être un recadrage, peut-être un flottement au-dessus de la ligne de temps, on s'en fout. Mais je sais que dans le modèle, c'est dedans. Et je ne dois pas sortir de la boîte parce que ça fonctionne, quoi. Non, c'est enthousiasmant, réellement enthousiasmant. Je suis très très content, très 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 content. Surtout de la manière dont ça s'est fait avec les autres. Ça, Génial. pour moi, c'est une satisfaction.